Moi, je crois qu'il faut dire qu'ils ont embauché les enfants dans cette histoire épouvantable, parce qu'ils n'auraient pas réussi à faire une peur aussi gigantesque si les enfants n'avaient pas été enfermés. Parce que toutes ces données que nous citons dans le livre, c'est des données officielles accessibles à tous. Hein, et les gens, au lieu d'écouter les médias qui sont vraiment des collabos totales, des agents, on pourrait dire, de propagande du gouvernement, qu'ils regardent les données. Et là, ils verront qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur. La crise du Covid n'est pas une crise médicale, c'est une crise politique et de la soumission des peuples. Quand on ne connaît pas les essais en cours, on ne connaît pas les résultats, mais les firmes, elles les connaissent, et leurs actionnaires les apprennent. Oui. Et donc vous surveillez les cours de bourse pour voir si un truc marche. Alors là, par exemple, Moderna, ils ont perdu 66% de leur valeur boursière en 5 mois. Donc ça fait déjà 5 mois que les gens ont compris que Moderna valait rien, il était cuit. Et Pfizer a perdu 25% depuis Omicron. Le Covid, grâce à Omicron, il est mort. Hein. Ce n'est pas les vaccins qui ont sauvé l'humanité, mais c'est Omicron. Il faut quand même le rappeler, ça. Il ne peut pas y avoir de lien de causalité établi si on ne recherche pas la causalité. Or, on ne recherche jamais la causalité. Et on ne fait pas... les autopsies devraient être faites systématiquement quand il y a un doute. Or, on ne les fait jamais. Elles sont interdites. Elles sont quasiment interdites. Il faut vraiment que les familles les demandent en portant plainte en justice. Et encore, ils ne sont pas entendus. Il ne faut pas oublier que Bill Gates, qui est quand même un grand défenseur des vaccins, et puisqu'il paye, il donne un gros budget à l'OMS uniquement pour défendre des vaccins, puisque c'est des actions ciblées qu'il leur demande à chaque fois. Donc, le grand défenseur des vaccins était également un eugéniste carabiné. Un de ses problèmes à lui, c'est de distribuer le plus possible de vaccins et d'empêcher le plus possible de faire des enfants. Pendant tout ce combat-là, les gens nous disaient oh, quand ils vont s'attaquer aux enfants, vous allez voir ce que vous allez voir. Tout à fait. Moi, on n'a rien vu du tout. Hein. Enfin, moi, j'ai rien vu, peut-être que vous avez vu. Mais... Donc, franchement, c'est troublant parce que là, c'est tellement grave d'avoir imposé les masques, les passes et l'injection génique dangereuse. Bonsoir et bienvenue à tous, merci d'être là. On vous explique rapidement le format de cette interview. Ça s'appelle Face à l'assaut, c'est quelque chose de nouveau qu'on expérimente depuis peu. On essaie de rendre une atmosphère un peu conviviale avec des questions qui peuvent être au départ un peu naïves, un peu simples, mais qui permettent de rentrer facilement dans le sujet. C'est moins académique qu'une conférence, c'est aussi plus intime, plus participatif. Et donc on va organiser ça à peu près en 2 parties. Une première partie où mon collègue et moi-même allons vous poser des questions à tour de rôle. Et ensuite une deuxième partie où chacun dans l'assistance pourra poser une ou plusieurs questions qui lui seront venues comme ça pendant l'interview. Et du coup, pour le public, on vous dira le moment où on pourra lancer les questions. Nicole et Gérard Delépine, bonjour. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation pour Culture Populaire. Vous êtes tous deux médecins, vous Nicole, pédiatre et oncologue, et vous Gérard, chirurgien, oncologue et statisticien. Vous dénoncez depuis plusieurs décennies à travers vos ouvrages les aberrations du système de santé français, la gestion budgétaire des malades, la prescription de thérapeutiques peu ou mal évaluées. Et depuis les débuts de la crise Covid, vous insistez sur les effets destructeurs de la gestion de cette épidémie. Nous vous avions déjà reçu en visioconférence à 2 reprises pendant le premier confinement de 2020, où vous questionniez déjà, dès le départ, chiffres à l'appui, la légitimité de ces mesures sanitaires. Nous vous recevons donc aujourd'hui suite à la publication de votre dernier ouvrage, Les enfants sacrifiés du Covid, isolement, masque, vaccin, qui est tout juste paru aux éditions Fauve. Donc, ce soir, nous vous proposons d'échanger dans le cadre d'un format moins formel, face à l'assaut. Donc, nous allons vous poser des questions et permettre aussi aux membres de l'association de vous en poser d'autres. Donc, tout d'abord, les victimes officielles du Covid-19, pourrait-on dire, en tout cas celles qui apparaissent dans les statistiques, sont avant tout des adultes et des personnes âgées. Pourquoi avoir dédié votre ouvrage à la question spécifique des enfants ?
Merci de nous donner la parole, de nous recevoir et de nous battre une fois de plus et tous ensemble pour essayer de sauver ces fameux enfants qui sont effectivement les grands oubliés, les abîmés de cette crise. Effectivement, ils ne sont pas morts du Covid, puisqu'en fait, les enfants qui n'ont pas de déficit immunitaire important, ils ont zéro risque du Covid. Mais malheureusement, ils ont été victimes, et ils le sont encore, ils vont l'être dans les décennies à venir, sûrement, des mesures coercitives absolument aberrantes qu'ils ont subies. Donc, vous connaissez aussi bien que moi, déjà le confinement, évidemment, qui les a stressés, stress post-traumatique comme ça. Le 16 mars, on n'a pas le droit de sortir, alors que le 7 ou le 8, le président nous disait allez au théâtre, vivez normalement. Donc déjà un vrai stress psychotraumatique au sens propre du terme, dont ils n'ont pas compris ce qui se passait. Les adultes n'ont pas tellement compris plus, mais donc ils ont été incapables pour expliquer, en plus et les accompagner correctement. Donc un gros stress, après évidemment l'isolement, les coupes brutalement de leurs petits copains, de leurs camarades de classe, de camarades de jeu, quasiment de leurs frères et sœurs parce qu'il ne faut pas toucher. C'est absolument effroyable ce qu'ils ont vécu déjà pendant le confinement. On les a privés de leur école, leur instruction, etc. On a fait le cinéma du distanciel, puisque ça s'appelle comme ça depuis ce jour-là, mais évidemment les cours par ordinateur ne remplacent absolument pas le contact direct avec la maîtresse, avec les professeurs, avec les copains, avec les échanges vivants, humains, normaux, quoi. Je ne sais pas vous apprendre tout ce que c'est qu'un échange normal, finalement. Mais c'est quand même de ça que tous ces enfants ont été privés. Et puis ça a duré, puisqu'après, on a oscillé distanciel, on se retrouve, mais on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de jouer ensemble, on a le droit de rien faire. Et donc on augmente la peur de plus en plus. Donc ils ont déjà été victimes de tout ça. Puis alors, comme ça ne suffisait pas, quand le virus a commencé à diminuer, quand même à disparaître, finalement, ça ne suffisait pas de 3 mois, donc il fallait augmenter la peur. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à imposer les masques, à imposer progressivement, un petit peu beaucoup plus tard, les tests. Et tout ça, évidemment, a augmenté la peur des gamins, a augmenté leur impossibilité de travailler normalement et d'avoir des relations sociales normales. Ce qui fait qu'on a un nombre de conséquences, je ne sais pas combien de temps on va donner pour les raconter, parce qu'il y a un nombre de conséquences absolument fabuleuses, qui soient physiques, les masques et autres, mais qui soient aussi psychologiques, évidemment, qui soient scolaires, des décrochages. Enfin bon, on en a long comme ça à raconter. Mais effectivement, on a été sérieux, on a fait un tout petit livre, parce que notre éditeur dit un tout petit livre, mais on aurait pu faire un gros livre, parce que c'est absolument abominable ce qu'ils ont vécu, et que chacun dans son coin, que ce soit les instituteurs, les orthophonistes, les pédiatres, les pédopsychiatres, chacun a une expérience différente, mais tout aussi tragique. Et vraiment, on est très très inquiets. Moi, je dis souvent en disant que c'est pas en rigolant. Je pense que s'il y a des jeunes qui ont envie de faire médecine ou infirmière ou tout ce qu'on veut des professions de soins, qu'ils aillent du côté de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, parce que les gosses, là, ils vont avoir un besoin absolument fabuleux. Mais pas seulement les gosses, il faut faire psychiatrie adulte, parce que ces gens-là devenus adultes, au premier choc, je sais pas, ils auront un divorce, ils vont retomber dans la dépression, on va se demander pourquoi ils réagissent si mal et ça. Comme toujours, quand les gens ont eu, entre guillemets, une enfance difficile, beaucoup d'ennuis, voilà, on va avoir beaucoup de catastrophes. Mais on peut détailler à la demande de Franck. Alors, moi, je voudrais rajouter une chose, c'est que les enfants ont été victimes de la peur des adultes, puisqu'ils ne risquaient rien, ils ne contaminaient personne, mais pas seulement les enfants des pays occidentaux qui ont appliqué ces mesures complètement délirantes. Les enfants africains, les enfants asiatiques, il y aura, d'après l'UNESCO, environ 200 à 300 000 morts des conséquences du confinement. Ce seront des morts de famine. C'est à ça que l'UNESCO, donc eux qui ont fait l'analyse, c'est pas moi, tout simplement parce que le confinement a bloqué tous les métiers qui n'étaient pas officiels, tous les métiers peu rémunérateurs et non déclarés, donc qui n'ont pas reçu d'argent, qui n'ont rien envoyé dans ces pays. Donc c'est une catastrophe économique pour ces pays, et la mortalité infantile due à ces mesures
des enfants qui n'avaient rien à craindre de la maladie et qui n'en étaient pas responsables. Alors justement, revenons aux enfants. Nicole, Gérard, dans votre démonstration statistique, vous vous appuyez sur des données françaises et internationales qui sont d'ailleurs rarement citées dans les grands médias. Par exemple, le réseau Sentinelle, le VAERS, qui est le système de recensement des effets indésirables liés à la vaccination. Eudra Vigilance, qui est une base de données européenne des rapports sur les effets indésirables suspectés des médicaments. Ces données démontrent, selon vous, que les enfants ne risquent rien à être contaminés par le Covid-19 et qu'ils ne sont pas vecteurs de contamination pour les adultes. Alors pourquoi ces études ne sont-elles quasiment jamais citées? Quelles données, quels arguments ont pu convaincre, selon vous, le législateur d'impliquer les enfants dans des mesures sanitaires aussi drastiques? Alors là, il y a ça. Ce qui a différencié la crise Covid de la crise de la grippe H1N1, parce que c'est exactement le même modèle. Ils ont voulu déjà nous faire le coup de l'épidémie épouvantable et mortelle avec le H1N1. La différence, ça a été les médias. Là, entre-temps, ils se sont acquis la totalité du contrôle des médias. Non seulement des médias grands classiques, mais aussi, il y a une tentative sur tous les médias parallèles, en quelque sorte, avec une censure d'une férocité invraisemblable. Bon, la censure, elle est non seulement dans les médias où vous n'apparaissez pas si vous avez un esprit hétérodoxe, si vous réfléchissez, mais également les médecins, on leur a enlevé leur droit de s'exprimer. Il y a eu le Conseil de l'ordre s'est chargé, on a recréé le délit d'opinion. Il avait été aboli sous la Révolution française, ils l'ont recréé, puisqu'un médecin n'a plus le droit, d'après un arrêté qui bien entendu est illégal, mais tout ce qu'ils ont sorti est illégal, c'est rien de particulier. Donc un médecin n'a pas le droit d'exprimer des opinions contraires à celles du gouvernement maintenant, à celles du ministère de la Santé plus précisément. Vous vous rendez compte? Alors nous, moi je me sens un peu comme la femme du gendarme. Les gendarmes, ils n'ont pas le droit de faire la grève. Et ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Et c'est leur femme qui parle. Et moi, comme retraité, n'étant plus au Conseil de l'ordre, je joue le rôle de la femme de ces pauvres médecins qui, eux, sont en actif et qui sont interdits, dès qu'ils ouvrent la parole, interdits d'exercer. On leur empêche le droit de soigner leurs malades. C'est donc, et donc on peut dire des choses que beaucoup de médecins pensent, on le sait, beaucoup de médecins font quand il faut traiter des gens. Heureusement qu'il y a encore des malades, des médecins qui parlent, mais surtout ils ne le diront pas, ils ne l'avoueront pas. Donc c'est notre rôle est en quelque sorte de redonner l'information. Pour que cette information soit crédible, nous n'utilisons toujours que des sources totalement officielles et validées. C'est pour ça que nous ne craignons pas du tout d'être traînés en justice pour diffamation dans notre livre. Les précédents livres étaient tout aussi argumentés et nous n'avons jamais été traînés en diffamation parce qu'ils sont sûrs de perdre. Alors dans ce cas-là, ils préfèrent faire le silence, cacher. Ils cachent le livre, ils cachent les opinions. Moi, je crois qu'il faut dire qu'ils ont embauché les enfants dans cette histoire épouvantable parce qu'ils n'auraient pas réussi à faire une peur aussi gigantesque si les enfants n'avaient pas été enfermés. Et si les enfants n'avaient pas eu peur. Donc c'était et qu'est-ce qu'ils voulaient faire in fine? C'était... tout le monde l'a compris maintenant, même si au départ peut-être pas, mais bon, ils voulaient évidemment nous vacciner tous, d'ailleurs il l'avait dit assez clairement quand même, Bill Gates, Ferguson dans le rapport 9 de mars, il avait dit clairement qu'on sortirait de cette crise le jour où il y aurait un médicament ou un vaccin efficace. Et si vous ne vaccinez pas tout le monde, ça ne marche pas leur système. Donc, et puis quand même, in fine, il est quand même extrêmement clair, et c'est de plus en plus clair en ce moment et ces jours-ci, qu'ils veulent nous mettre dans le système du crédit social à la chinoise, et que pour mettre le crédit social à la chinoise, il est évident que les plus fragiles, et les plus sensibles, et il est le plus efficace de conditionner, c'est évidemment les enfants. Donc tous les régimes totalitaires, que ce soit Hitler ou Staline, ils avaient leurs pionniers, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, d'un côté de l'autre. Les pionniers chez Staline. Donc peu importe, mais enfin bon, ils avaient leurs... Et puis les petits Chinois, de toute façon, là on nous dit les Chinois, ils sont d'accord avec le masque aux enfants, ils sont d'accord avec tout ça. Bah oui, enfin, ils sont d'accord, ils n'ont pas le choix d'être pas d'accord, de toute façon. Et puis ils ont été conditionnés comme ça depuis tout petit. Donc, bon, alors, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui en sortent, même dans les tout petits Chinois conditionnés, j'imagine que vous aurez des résistants. Enfin, c'est quand même beaucoup plus dur. Et donc, il était évident qu'il fallait rentrer les enfants dans le système. Et alors, ils n'ont pas eu de chance, parce qu'effectivement, il se trouve que
cette grippe, entre guillemets, elle était un petit peu différente de la grippe habituelle, puisque effectivement les enfants ne la passaient pas, c'était quand même assez fort. Ces enfants ne contaminaient pas du tout les personnes. Hein. Donc les enfants, non seulement ils risquent rien du Covid, mais ils ne contaminent pas les autres, ni les enfants, ni les autres adultes. Donc évidemment, c'était quand même extrêmement compliqué de nous faire peur avec ces enfants, mais ils sont quand même assez forts, il faut reconnaître, sur la communication, puisque les enseignants, il n'y a pas eu personne qui avait plus peur que les enseignants, alors que ils étaient le moins à risque, puisqu'ils étaient toute la journée avec des enfants qui ne contaminaient pas. Donc ils auraient vraiment dû être les fers de lance de la résistance, les enseignants, mais bon, j'imagine qu'ils ont, il y a peut-être parmi vous, ce sera peut-être nous le dire, mais enfin j'imagine qu'ils ont été fort conditionnés par leur recteur, leur hiérarchie, leur syndicat, hein, parce que moi je me souviens quand on se battait, au début on avait encore beaucoup d'illusions, moi je me souviens on s'est battus comme des dingues avant le 2 mai, là, le 3 mai, où il fallait rouvrir les écoles, où Macron avait dit qu'il faut rouvrir les écoles, très bien, il avait dit qu'il fallait rouvrir et soutenir cette position, évidemment, puisqu'il ne fallait pas les avoir fermées. Mais à l'époque, il y a eu une opposition pas possible des syndicats, de tout le monde, de droite, de gauche, de machin, parce que les enfants, ils avaient contaminé. Mais non, ils ne contaminaient pas. Donc c'était vraiment un conditionnement totalitaire déjà. Et c'est vrai que ça a été très très dur, parce qu'on a senti qu'ils avaient vraiment déjà réussi à mettre 90%, je ne sais pas combien, de la population dans la secte Covid, et que les gens n'arrivaient plus à réfléchir. Effectivement, ils étaient passés dans la secte avec le message unique tout le temps, toute la journée, à la télé, 100 fois par jour. Vous ouvrez la télé, vous aviez lavez-vous les mains, machin truc. Vous aviez le petit truc sur le côté de l'écran, même si vous regardiez enfin n'importe où, vous aviez le message unique, toujours le même sur toutes les radios, sur toutes les télés, et dans tous les pays. Enfin, dans tous les pays, dans les 188 pays qui marchaient dans le système. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous aviez, par exemple, à la télévision allemande, vous aviez exactement le même clip, il n'y avait que la traduction qui était différente, que le pauvre enfant qui va aller voir sa grand-mère et qui va la retrouver 3 semaines après. Vous aviez les mêmes clips partout, ce qui a quand même été d'une efficacité fantastique, parce que je me disais quand même, si c'était pas vrai, ce serait pas partout. Je vous coupe d'ailleurs, Nicole, mais d'ailleurs on a noté que c'était d'ailleurs souvent les pays liés à l'OTAN. Les pays qui sont affiliés à l'OTAN. Oui, c'était quand même sous l'Occident. C'était l'OMS, tous ceux qui marchent avec l'OMS. Vous aviez peut-être vu qu'il y avait eu un accord signé à l'OMS, je vais avoir oublié la date maintenant, mais on avait fait un article dans François dans les années 2003-2004. C'était un accord de l'OMS qui, tous les pays qui avaient signé avaient dit qu'en cas de pandémie, ils appliqueraient préférentiellement les directives de l'OMS, c'est-à-dire isolés, etc. de toute façon. Donc, et effectivement, ils étaient 193 pays à avoir signé, il n'y en a que 188 qui ont appliqué. Et effectivement, la Suède, les Pays-Bas, quelques pays avec des ministres de la santé intelligents, on dit non, on ne marche pas. On ne marche pas là-dedans. Je ne sais pas par quel miracle il n'a pas marché d'ailleurs. Mais effectivement, donc c'est des... Alors là, d'ailleurs, on voit que tout le monde s'affole, ça m'étonne un peu d'ailleurs, mais... parce qu'effectivement, il y a un nouvel accord de l'OMS qui est prévu pour la prochaine pandémie, mais il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas. C'est exactement ce qu'ils font depuis 2004. Alors oui, il y a non seulement il y a eu ce changement dans le règlement sanitaire international à propos des épidémies, mais il y a eu aussi et surtout un changement des définitions mêmes. Jadis, une pandémie, c'était une épidémie qui se répandait dans le monde entier, c'est pour ça que c'est une pandémie, mais qui surtout avait des gens malades et des morts. Or, ils ont fait disparaître de la définition de la pandémie la notion de gravité de mort. Maintenant, pour l'OMS, une pandémie, ça se définit simplement par une maladie qui touche l'ensemble du monde et qui fait beaucoup de cas. La signification du mot vaccin a changé, je crois aussi. Ah non, le mot vaccin, c'est une escroquerie. La définition n'a pas changé. Ils n'ont pas encore changé la définition. Ils appellent vaccin quelque chose qui n'a rien à voir avec un vaccin. C'est la différence. Un vaccin selon Pasteur, parce que c'est Pasteur quand même le vaccin, en tout cas pour la France. Et un vaccin, c'est une solution d'antigènes. Les antigènes, ils proviennent de germes ou de virus, soit inactivés, traités par des traitements qui les rendent non dangereux, soit tués. Et c'est en quelque sorte une purée d'antigènes.
Et ces antigènes ont deux intérêts. Un, ils sont effectivement naturels. Deux, ils sont multiples. Il n'y a pas un antigène. Et ces antigènes entraînent la fabrication d'anticorps par l'organisme. Or, ce qu'on nous donne, il n'y a strictement aucun antigène dans les soi-disant vaccins. Aucun antigène. Donc c'est une escroquerie de prétendre que c'est un vaccin. Qu'est-ce que c'est? C'est un ARN, c'est donc une petite molécule de protéine qui donne l'ordre à vos cellules de fabriquer quelque chose. Et elle vous donne l'ordre de fabriquer la spike protéine pour que votre corps, après, donc c'est leur corps qui va fabriquer la spike protéine et qui, au contact des spikes, va fabriquer des anti-spikes, des anticorps contre la spike. C'est déjà un mécanisme assez tordu de vous demander de fabriquer le poison pour que vous battiez contre. C'est quand même un petit peu curieux. Et d'autre part, ça n'est qu'un seul anticorps qui est fabriqué. Donc on vous donne le poison et en espérant que vous allez fabriquer suffisamment d'antipoison pour vous défendre. C'est donc quelque chose, une technique totalement nouvelle qui avait d'ailleurs jamais été utilisée en maladies infectieuses. On avait utilisé ce genre de traitement donc ARN pour les cancers, pour un certain nombre d'autres maladies, mais jamais en maladies infectieuses. L'une des premières tentatives, et c'est M. Fischer, qui est M. Vaccin actuellement, d'utilisation de ces traitements qui sont des thérapies géniques, avait été faite pour les immunodéprimés, les déficiences immunitaires congénitales. Et l'essai avait été interrompu parce que ils avaient eu quelques résultats sur la fabrication d'anticorps, donc une certaine réponse immunitaire, mais ils avaient surtout créé des leucémies. Et donc parmi les cobayes traités par ces traitements, ils ont eu tellement de leucémies, il y en a 2 ou 3, qui ont été obligés d'arrêter l'essai. Et c'est le même Fischer c'est maintenant le monsieur Vaccin, alors qu'il n'a jamais fait grand-chose là-dedans, mais uniquement dans la thérapie génique. Donc c'est une escroquerie, et c'est très important parce que le mot vaccin est un terme publicitaire. Ils ont bénéficié de l'aura dont bénéficient les vaccins pour faire passer leurs choses. Et on n'a jamais eu non plus de loi qui impose un traitement obligatoire. Alors que des vaccins obligatoires, on en a déjà subi. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça vaccin, alors que ça n'en est pas du tout. Il faut bien que ce soit clair, ce ne sont pas des vaccins, ce sont des traitements ARN, pour ceux qui sont en cours actuellement en France, il y en a d'autres qui sont... Bon. Et deuxièmement, ils sont totalement expérimentaux. Je vous rappelle que lorsque vous regardez sur l'Infovaccin, qui est vraiment un organisme destiné à promouvoir les vaccins sous toutes ses formes, sous toutes leurs formes. Vous voyez, ils disent bien, la mise au point d'un vaccin nécessite entre 9 et 14 ans. C'est écrit, ils n'ont pas modifié ce texte-là, donc ils ont toujours la mise au point du vaccin. Le dernier vaccin français, qui était le vaccin contre la dengue, le Dengvaxia, il a nécessité 20 ans avant de sortir. Je vous rappelle qu'il s'était en plus terminé par une catastrophe, mais il l'a fait interdire. Mais il avait mis le développement avait pris 20 ans. Et là, on veut nous faire croire qu'on crée un vaccin, même pas 1 an, en fait, c'est en 6 mois. Et un des inventeurs du soi-disant vaccin actuel, dit même qu'ils l'ont fait en une nuit. Parce qu'ils avaient la protéine, dès qu'ils ont eu la formule et qu'ils ont su que le virus avait une spike protéine, ils ont lisé ça, et donc ils ont fait leur vaccin comme ça en quelques jours. Donc on a finalement une forme d'obligation vaccinale déguisée, en tout cas en France. Et son contrepoint, c'est-à-dire, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, de l'interdiction faite aux médecins de s'exprimer en dehors des cours, on va dire, et au-delà, l'interdiction faite aux médecins de soigner avec des traitements qui pourtant avaient été éprouvés depuis longtemps. Nicole, dans votre ouvrage intitulé « Ma liberté de soigner », que vous aviez publié en 2006, vous y dénonciez les dégâts de la standardisation des soins dans la prise en charge des malades. Finalement, presque 20 ans après, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, c'était le début, en fait, qui est passé inaperçu. Alors, bon, maintenant, là, on a une expression sur toute une population, mais il est évident que depuis le plan cancer, en gros, depuis le plan cancer, on n'a plus la liberté de soigner. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'aller dans les centres reconnus parce que les autres n'ont pas le droit, parce qu'ils n'ont pas les accréditations, les autorisations administratives, on va dire.
Et dans les centres reconnus, eh bien, il y a ces fameuses réunions multidisciplinaires qui ont fait plaisir aux patients au départ parce qu'ils croyaient que c'était sympa. On réunit tout le monde, on va quand même s'occuper bien de mon cas. Ben non, pas du tout. Dans ces réunions, on est là pour appliquer la doxa. Et donc, le traitement imposé venait d'en haut. Et vous ne pouvez pas faire autrement. En gros, bon, vous pouvez échapper de temps en temps 10%, 20% des malades, mais pas trop souvent, sinon votre centre n'aura plus d'accréditation. Donc il y a très longtemps, effectivement, puis c'est même avant, parce que si on revient aux sources, il y a quand même eu les références médicales opposables. Moi, j'ai fait je t'ai raconté un truc d'économie de la santé, comme ça, pour être un peu au courant de ce que racontait le libérateur. J'en avais marre qu'il nous raconte les budgets c'est comme ci, les budgets c'est comme ça. Donc, et du coup, j'avais fait sur les références médicales opposables, je crois que c'était en 93, si je me trompe d'une année, vous me pardonnerez, mais et dès cette époque-là, les médecins généralistes avaient obligation d'appliquer les recettes qu'on leur envoyait. C'est-à-dire, vous voyez, je sais pas, un lumbago, vous aviez droit à donner un antalgique et pas deux, celui-là et pas un autre. Enfin, ça commençait à être épouvantable. Et là, les médecins généralistes ont marché dans le système. Les patients n'ont pas non plus râlé que mon médecin, il sait quand même si j'ai besoin de... si, les malades aussi auraient pu peut-être réfléchir qu'ils vont voir un médecin. Qu'est-ce qui compte dans la médecine? C'est le colloque singulier entre le médecin et son patient. Et là, ça a déjà été violé par l'application des références médicales opposables qui étaient surveillées par la sécurité sociale. Ces références médicales opposables se sont transformées en référence obligatoire, c'est-à-dire que vous n'aviez plus le droit de donner autre chose. Donc les médecins généralistes ont commencé à se taire dans les années 2000, ce qui explique quand même quelque part leur soumission absolument épouvantable et inadmissible qu'ils ont eue pendant cette crise, mais c'est parce que ça fait quand même 20 ans qu'ils font comme ça. Alors après, ça s'est effectivement appliqué au plan cancer en 2003, il a été signé la première fois en 2000, enfin bon, il a vraiment été mis en place en 2003, et avec le plan cancer, et bien effectivement, réunion de concertation multidisciplinaire, appliquer les schémas de traitement proposés et de fait imposés par les centres anticancéreux. Les centres anticancéreux étaient évidemment cornaqués par les grands centres étant évidemment au service de Big Pharma et des essais thérapeutiques. Et donc actuellement, moi je suis assez désespérée, je veux dire, parce que je reçois quand même des mails quasiment quotidien de malades, qu'est-ce qu'on peut faire, on m'a proposé ça, est-ce que je peux faire autre chose? Et j'en suis moi à dire souvent, en particulier pour les parents, acceptez ça, sinon, de toute façon, je ne vais rien pouvoir vous proposer ailleurs parce qu'ils font tous pareil partout. Et en plus, si vous branchez un peu trop, on va vous enlever la tutelle de votre enfant, votre droit de garde. Donc c'est absolument épouvantable. Effectivement, il faut que les gens se battent contre ça, mais ça, c'est pareil, ça n'a pas été un combat très fort du plan cancer, parce que nous, moi j'ai écrit, on avait écrit celui-là, j'avais écrit celui-là, ma liberté soignée, mais après j'ai refait, je sais pas, oui, cancer, un fléau qui rapporte en 2014, je crois, déjà où on avait beaucoup d'éléments, mais bon, en cancérologie, en médecine, il est quand même clair que quand ça concerne pas directement les gens, ils n'aiment même pas savoir, surtout quand on parle cancer. Donc, pas savoir, et là, quand on parle enfant, malheureusement, moi j'ai bien vu pendant tout ce combat-là, les gens nous disaient quand ils vont s'attaquer aux enfants, vous allez voir ce que vous allez voir. Tout à fait. Moi, on n'a rien vu du tout. Enfin, moi, j'ai rien vu, peut-être que vous avez vu, mais. Donc, franchement, c'est troublant parce que là, c'est tellement grave d'avoir imposé les masques, les passes et l'injection génique. Dangereuse, inutile, puisque les enfants, zéro Covid, on ne meurt pas du Covid chez l'enfant, mais il y a eu un mort en 2 ans, je crois, et c'est un gosse soi-disant qui est mort du Covid, mais de toute façon, ils étaient tous immunodéprimés. Bon, sur le 13e, ils ont dit peut-être c'était vraiment le Covid. Je veux bien, sur 13, à la limite, c'est pas. Enfin, sur 2 ans. Et alors donc, que la grippe tuait pendant cette période, pas durant cette période, mais dans les années précédentes, la grippe tuait entre 8 et 10 enfants chaque année. Ce qui n'est quand même pas beaucoup non plus, mais c'était quand même beaucoup plus. Donc zéro Covid, zéro risque de contaminer les autres, donc ça n'avait aucun intérêt, même pour protéger les adultes, ce qui aurait été scandaleux, c'est pas aux enfants de protéger les adultes, mais c'était même pas ça. Il n'y a même pas ça, donc on leur injecte un produit dangereux qui a comme risque, on peut parler des risques des vaccins si vous voulez un petit peu, mais le risque majeur de cette injection génique, c'est quand même inconnu. Alors pourquoi
Pourquoi, justement, selon vous, cet acharnement sur les enfants? Pas sur les enfants Non, spécialement, c'est sur la population générale. Hein. Ils en sont au 4e là pour les adultes, je crois. Pourquoi ne pas les avoir épargnés en fait? Parce que si tu veux mettre en place un système à la chinoise, comme on a dit tout à l'heure, il faut évidemment que les enfants soient conditionnés, soient dedans, soient habitués à accepter tout ce qu'on leur fait. Et puis s'il y a quelques malades au passage, c'est pas leur problème. Je pense pas que le côté humain de nos dirigeants soit ce qui vous frappe le plus. Moi, j'ai peut-être pas vu, mais... Il ne faut pas oublier que Bill Gates, qui est quand même un grand défenseur des vaccins, et puisqu'il paye, il donne un gros budget à l'OMS uniquement pour défendre des vaccins, puisque c'est des actions ciblées qu'il leur demande à chaque fois. Donc, le grand défenseur des vaccins était également un eugéniste carabiné. Un de ses problèmes à lui, c'est de distribuer le plus possible de vaccins et d'empêcher le plus possible de faire des enfants. Donc, les choses vont ensemble. Vous évoquiez d'ailleurs, Gérard, tout à l'heure, si j'ose dire, les dommages collatéraux des mesures sanitaires, en particulier dans les pays non occidentaux. Ah, c'est pas moi, c'est l'ONU, c'est l'UNESCO. Et pourquoi a-t-on observé une telle augmentation des tentatives de suicide chez les enfants et les adolescents pendant la pandémie, pendant le confinement? Est-ce que ce n'est pas lié aussi à l'angoisse suscitée par l'épidémie plutôt qu'aux mesures sanitaires dans leur ensemble? Les mesures sanitaires génèrent l'angoisse, tout simplement. Je veux dire, quand tu as un gamin qui a 12 ans et qui n'a plus le droit d'aller voir sa petite copine qu'il avait commencé à voir, je racontais l'autre jour qu'effectivement, je donnais comme conseil aux parents qui me téléphonaient pendant les confinements, de écoutez, trichez, essayez de trouver, vous allez faire des courses. On a 1 heure pour faire des courses, hein, je crois qu'on a 1 heure. Voire 2 heures pour les courses. J'avais pas découvert ça tout de suite. Et vous allez au supermarché et puis ils se donnent rendez-vous, je sais pas, au rayon fruits et légumes ou autre. Oui, on a fait comme ça parce que sinon les mômes ils devenaient fous. Ils n'avaient plus le droit de voir leurs petits copains. Et les parents devenaient odieux parce que ils les empêchaient. Du coup, ils se disputaient, du coup, il y avait les violences conjugales, les violences d'enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont tabassé leurs parents pendant ce confinement. Tout ça, c'est pas facile à vivre et que ça entraîne évidemment des troubles psychiatriques, enfin psychologiques, mais plutôt psychiatriques majeurs. Pas étonnant, on n'enferme pas un môme brutalement de 7-8 ans avec ses parents. Et alors en plus, il y a ceux qui étaient bien fermés. Ceux qui étaient bien enfermés, qui avaient encore peut-être de la place, une chambre, etc. Mais enfin, il y a aussi tous ceux qui étaient complètement tassés, qui n'avaient pas le droit de descendre en bas de l'immeuble parce qu'ils se faisaient mettre des contraventions. Enfin, c'était hallucinant ce qu'on a vécu quand même. Vous évoquiez aussi dans votre ouvrage une question qui a été très peu traitée dans les médias, c'est le cas des enfants en institution, c'est-à-dire en foyer, en institut spécialisé pour enfants handicapés, où ils ne voyaient que des adultes masqués toute la journée et où les règles sanitaires étaient encore plus strictes. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils voyaient que des gens masqués. Et alors, bon, pour les handicapés, ça a été terrible parce que je n'ai toujours pas compris quand même pourquoi du jour au lendemain on a interdit que l'aide-soignante qui venait à domicile ou que le kiné, l'orthophoniste, etc. C'était hallucinant. Je veux dire, effectivement, c'est la maltraitance à un niveau tellement énorme que je ne sais même pas s'ils ont réfléchi à tout ça, honnêtement. Puisque ces enfants n'avaient aucun risque du Covid. Oui, mais tout donc ça, leur interdire la vue des autres, le contact des autres était totalement aberrant. Donc et extrêmement dommageable. Pour les handicapés, ça a été absolument terrible. Il y en a qui se sont suicidés. Hein. Moi, j'ai eu des témoignages d'handicapés qui se sont suicidés, enfin de familles d'handicapés qui n'en pouvaient plus. Mais je vais venir te voir dans 8 jours, je vais venir dans 8 jours. J'y arrive, il était passé par la fenêtre, le mot. Mais le pire, alors si, je ne sais pas quel temps on aura, mais le pire, il faut évoquer les bébés. Hein. Les bébés, les petits en crèche, et même en maternelle. Je veux dire, imaginez, vous avez un bébé qui naît, je sais pas, on va dire en mars 2020, et qui est en crèche toute la journée. Enfin, au début, il est avec sa mère affolée, qui ne peut même plus tenir parce qu'elle se dit, je vais lui repasser le Covid. Enfin, imaginez-vous au mois de mars 2020. Et après, il va en crèche, là où vous avez tout le monde affolé. Les enseignants sont affolés, mais j'imagine que les nurses dans les crèches étaient aussi affolées. Et là, ils ne laissent même plus les enfants se coucher entre eux. Ils les mettent à distance quand il n'y a pas des plastiques entre eux.
Et ces mondes-là ne voient que des visages cachés. Et apparemment, il y a enfin ça c'est les instituts qui racontent, hein, que les dessins que font les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans actuellement, je ne sais pas si vous en avez de cet âge-là, mais apparemment, il y en a qui font des dessins sans bouche et sans nez. Et vous vous rendez compte, là, moi je dis souvent, enfin moi je me suis posé la question, mais personne ne m'a jamais répondu, mais quand vous avez un enfant qui est perdu en forêt, qui est élevé par des loups, il parle loup après. Ils vont parler quoi, ces enfants-là? Ils vont parler masque, ils vont parler quoi? Je veux dire, moi je trouve que c'est infiniment grave, hein, et ça n'a pas entraîné des révoltes à la hauteur de ce que c'était, parce que je sais pas, moi, vous avez un gamin, bon bah d'accord, je vais attraper le Covid, et ben tant pis, je vais attraper le Covid, mais laisser mon gamin avec un masque toute la journée, je ne vais pas tolérer ça. Bah, c'est une question de bon sens, c'est une question de maman, c'est pas une question de pédiatre. Je veux dire, c'est des mamans là, quasiment, et puis les nurses dans les crèches aussi, c'est pareil, c'est des mamans, et les enseignantes en maternelle, c'est des mamans. Enfin, je ne sais pas comment les gens ont pu être tellement dans la secte qu'ils n'ont plus vu tout ça. Il y a eu des manifestations Covid, on ne peut pas le nier, mais c'est vrai que la proportion par rapport à la gravité des faits, ça, hein. Comment vous l'expliquez? Parce que le phénomène de sidération, est-ce qu'il dure 2 ans? Oui, la peur, non. La peur, c'est quand même connu depuis très longtemps. Hein. Machiavel et le Prince l'expliquent en détail. Et même avant Machiavel, une des maximes des nobles, c'était « Oignez vilain, il vous poindra, poignez vilain, il vous oindra ». Alors, je traduis, c'est du vieux français, je suis désolé. Poignez, c'est tenez-les fermement à la poignée, et ils vous béniront. Mais soyez gentils avec les vilains, et ils vous poigneront. Donc, effectivement, il faut faire peur pour être suivi, obéi. Machiavel dit bien, le prince n'a pas besoin d'être aimé de ses sujets. Ses sujets doivent le craindre. Donc, on tient comme ça les populations par la peur plusieurs années de suite, tant que la population croit que la peur est justifiée. Comme là, c'est pas là, pour l'instant la mitrailleuse qui est en face de nous, c'est la peur d'un virus. Donc tant que les gens croiront que le virus est dangereux, ils nous tiendront. C'est simple. Donc si j'ai un conseil à donner, on s'efforce, nous, de donner les chiffres vrais pour que les gens n'aient plus peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein? Et une fois que la peur sera tombée, les gens commenceront à réfléchir. Parce que le problème, c'est que la peur vous bloque. Vous êtes le lapin dans la lumière des phares de la voiture et vous faites écraser parce que vous ne bougez pas. Le lapin, il pourrait fuir la voiture. Non, il ne bouge pas parce qu'il sait que c'est dangereux et il ne bouge pas. Et donc il faut faire tomber la peur. Une fois qu'on fera tomber la peur, on peut espérer que les gens vont réfléchir, qu'ils regarderont enfin les données. Parce que toutes ces données que nous citons dans le livre, c'est des données officielles accessibles à tous. Hein? Et les gens, au lieu d'écouter les médias qui sont vraiment des collabos totales, des agents, on pourrait dire, de propagande du gouvernement, qu'ils regardent les données. Et là, ils verront qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur. En dessous de 65 ans, il n'y a aucun risque pratiquement. C'est rarissime. Bon, il y a moins de risques que de se faire écraser par une voiture en traversant. Donc il faut arrêter d'avoir peur quand on a moins de 65 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on accepte? Et pourquoi est-ce que les enseignants, par exemple, qui ont en moyenne moins de 65 ans, puisque l'âge de la retraite est avant, comment est-ce qu'ils ont pu avoir peur? Mais la peur, a été le mensonge répété tous les jours, et ça, Goebbels l'avait très bien dit. Un mensonge répété une fois ou 2 fois, c'est un mensonge. Répétez-le 1000 fois et c'est la vérité. Et là, actuellement, nous avons la vérité officielle, qui est un tissu de mensonges d'une densité invraisemblable. Et c'est cette peur, et c'est cette doxa du mensonge, de la peur, qui fait. Voilà, c'était même reconnu par Delfrécy. Hein. Delfrécy, il y a plus de 6 mois, avait dit « Arrêtons la politique de la peur ». Parce qu'il trouvait que c'était peu productif au point de vue médical. Mais c'est utile au point de vue politique. Et le problème, la crise du Covid n'est pas une crise médicale, c'est une crise politique et de la soumission des peuples. Sortir de la peur, notre ami Ariane Billéron, sortir de la secte, des sectes en général, apparemment c'est difficile. Hein. Moi je n'ai pas traité ce genre de patient, mais apparemment c'est très très difficile et
ils disent qu'il faut, enfin elle en particulier, mais d'autres aussi qui connaissent ces terrains-là, disent qu'il faut un autre choc. Un choc psychotraumatique qui va sortir du premier. Je ne sais pas s'il joue à ça avec l'Ukraine, notre Macron, je ne sais pas si ça va les sortir vraiment de cette crise. Mais et effectivement, Ariane Méliran, si vous avez l'occasion d'écouter, elle a expliqué très très bien toutes ces crises, cette façon dont nous avons été conditionnés dans la peur. Mais elle n'avait pas beaucoup de solutions. Hein. Je veux dire, c'est ça qui m'avait déprimée, moi, quand j'écoutais toutes les vidéos sur les sites et comment en sortir. Il n'y avait pas beaucoup de solutions, parce qu'effectivement, c'est... Alors, il y a une chose intéressante qu'elle expliquait et d'autres aussi, c'était qu'il est extrêmement difficile de sortir d'un mensonge que nous nous sommes fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, enfin nous-mêmes, on nous a inculqué un mensonge, on y a cru, et maintenant il faut qu'on se dise j'ai été le dernier des andouilles en croyant à ça. Et ça, apparemment, ça pose un problème par rapport à son propre cerveau. Personne ne veut passer pour un imbécile. Non, mais ça va plus loin de ça, c'est par rapport à soi-même. C'est un processus de dissonance cognitive. Oui, mais par rapport à soi-même, je ne peux pas avoir été comme ça, je ne peux pas être à ce point-là, je ne peux pas avoir été aussi naïf, c'est pas possible, donc je ne me suis pas trompée. Mais même en oubliant les gens autour, hein, c'est par rapport à soi-même, apparemment, il faudrait refaire expliquer ça par les psychologues et des gens comme les sociologues comme ça, mais c'est très très intéressant parce qu'effectivement, ça explique aussi la soumission prolongée des gens dans ces genres de systèmes. Que tu disais 2 ans tout à l'heure, oui, mais il y en a qui sont quand même restés plus longtemps que ça dans des régimes totalitaires en se taisant quelque part, donc en étant soumis. Alors c'est pas dire qu'ils étaient pas malheureux, mais je sais pas, moi je racontais à la vidéo, là, je sais pas si vous l'avez vu passer, de cette vidéo d'un Français qui a filmé sa femme en Chine, sa femme chinoise. Et ma femme a un crédit social, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle. Mais c'est fascinant parce que, bon, alors on imagine qu'elle ne peut peut-être pas dire tout ce qu'elle a envie, cette dame, mais quand même, elle explique, ben ouais, non, moi je marche dans les clous. Ah, non, tu ne veux pas me faire ça, moi je marche dans les clous parce que je ne veux pas perdre de points, je veux garder mon crédit social. On sent quelque part, bon, effectivement, probablement qu'elle n'a pas intérêt à dire qu'elle n'est pas d'accord, sinon elle aura quelques ennuis. Mais quand même, on sent une espèce de soumission par rapport à ce système épouvantable qui, si tu ne marches pas dans les clous, tu auras 20 points en moins. Si tu ne manges pas ce qu'il faut, je ne sais plus ce qu'il ne fallait pas qu'elle fasse, mais tu ne pourras pas prendre le train, etc. Donc il y a quand même un vrai problème de soumission continue quand même. Alors, comme je disais tout à l'heure, en Chine, ils sont dressés depuis tout petit. Mais donc ils sont habitués à la dictature, c'est leur environnement. On peut imaginer que ça doit les gêner de temps en temps. Mais enfin, je sais pas, parce que si vous ne l'avez pas vu, c'est assez à... Moi, ceux qui l'ont pas vu, ça vaut le coup de regarder, parce que pas très long, mais c'est un peu angoissant. Hein. Mais bon, quelque part, ça nous dit aussi pourquoi on se bat. On n'a pas envie que nos enfants vivent dans ce monde-là. On est prévenus. Ouais, on est prévenus, ouais. Peut-être pas assez, parce qu'elle est douce, cette vidéo, quand même, hein, quelque part. Parce que la dame, elle dit, je suis bien. Alors sans être d'ores et déjà au niveau du crédit social chinois, on a assisté durant ces 24 mois quand même à de nombreuses entorses de l'État français vis-à-vis de l'État de droit. Beaucoup disent d'ailleurs que nous ne sommes plus en État de droit. Non, voilà. Oui, plus en État de droit, c'est clair. Pourquoi selon vous l'État français n'a-t-il pas encore rendu la vaccination obligatoire pour le Covid-19 ? Qu'est-ce qui les retient d'après vous ? Il y a quand même, il faut quand même rappeler qu'on a signé des traités internationaux qui, dans la hiérarchie des normes, sont au-dessus des lois françaises. Et en particulier une certaine convention qui s'appelle la Convention d'Oviedo. Dans la Convention d'Oviedo, il est mis clairement qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre un traitement expérimental. Le problème, je vous rappelle, c'est que les vaccins les soi-disant vaccins, qui n'en sont pas, sont parfaitement expérimentaux. Ils sont expérimentaux déjà par leur technique, puisque cette technique n'avait jamais été utilisée dans une maladie infectieuse avant cette crise. Et deuxièmement, ils sont expérimentaux parce que leurs essais ne sont pas terminés. C'est la définition d'expérimentaux. Alors, dans les médias, vous verrez, et même le ministre dit que c'est plus expérimental puisqu'on est en phase 4.
alors, les expérimentations de médicaments sont d'abord des essais animaux qui ont été chantés pour la plupart actuellement, et après des essais chez l'homme qui sont en 3 phases. À la phase 1, on cherche en gros la dose toxique. La phase 2, on essaie de trouver la meilleure dose entre efficacité et toxicité. Et dans la phase 3, on compare le médicament aux doses favorables à rien. Donc on voit comme ça quelles sont les complications en comparant avec le groupe témoin qui n'a rien officiellement, et également quels sont les avantages en comparant aussi avec le groupe témoin. Alors ces essais, donc ça ce sont les essais phase 3, c'est les plus importants, c'est ceux qui normalement doivent mobiliser un maximum de candidats. Et pour que la certitude soit obtenue dans ce qu'on observe, que ce ne soit pas dû au hasard, donc on tire au sort les gens entre médicaments nouveaux ou rien, ou placebo. Alors, dans les vaccins, c'est des essais phase 3 qui sont les seuls qui sont utiles en clinique médicale. Ces essais phase 3 ne sont pas terminés, puisque les essais les mieux avancés sont ceux de Pfizer, qui devront être terminés directement en février 23, donc dans un an. Donc ce sont donc parfaitement des médicaments expérimentaux. Et pour les autres vaccins, c'est pire, c'est dans un peu plus d'un an. Donc quand vous avez un ministre qui a le culot de dire que les essais sont terminés, c'est un peu triste d'entendre l'État mentir à soi. Mais on peut dire que, je pense qu'une des raisons quand même pour lesquelles ils n'ont pas rendu obligatoire, c'est une responsabilité, si je veux dire, médico-légale, c'est-à-dire que, mais bon, je pense que c'est un demi-argument, parce que comme ils ont tout violé d'un bout à l'autre, je pense qu'ils auraient pu violer ça aussi. Mais logiquement, à partir du moment où un vaccin est obligatoire, ou un vaccin en l'occurrence, est obligatoire, s'il y a un accident, ils sont responsables. Ils doivent des complications, ils doivent indemniser. Bon, je ne suis pas sûre que ça a tellement arrêté notre président, parce que de toute façon on s'en fout, d'abord c'est nous qui payons l'indemnisation, mais parce qu'en fait c'est les impôts qui payent les indemnisations. Bon, enfin, il y a dû y avoir de ça. Mais il y a eu plus que ça, parce que je crois que quand même les laboratoires n'ont pas accepté non plus de commercialiser leurs vaccins dans les pays où il n'y avait pas où ils n'avaient pas été exonérés de tout problème. Hein, de toute responsabilité. Mais ça explique quand même pas pourquoi c'est pas obligatoire non plus. Moi je crois que c'est quand même, probablement ils avaient quand même cette idée en tête que si c'est obligatoire et qu'il y a un accident, ça fait quand même plus de bruit que si c'est pas obligatoire. Ceci dit, comme ils ont rendu ça obligatoire chez les soignants, moi j'ai pas la bonne explication, hein. On aurait dû aller voir Macron avant de venir. Je sais pas. Non mais sérieusement, ça fait longtemps qu'on cherche l'explication. Je pense quand même que la responsabilité financière est importante. Il faut pour ça bien rappeler ce qui s'est passé au moment de la grippe H1N1. Hein. Au moment de la grippe H1N1, ils ont essayé là aussi de pousser le vaccin au maximum. Mais ils n'avaient pas les médias totalement à leur botte, et surtout ils laissaient les médecins réfléchir. Et les médecins, globalement, étaient contre la vaccination parce qu'elle ne leur paraissait pas justifiée. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont raté avec leur vaccinodrome. Et donc ils se sont méfiés. Là, ils ont compris qu'il fallait mettre au pas les médecins, ce qu'ils ont fait donc tout de suite en disant, si vous avez une suspicion de cette maladie, n'allez pas voir votre médecin, déjà. Et deuxièmement, en sortant ce décret disant, le médecin n'a pas le droit de dire autre chose que ce que dit le gouvernement. C'est absolument incroyable, je veux dire. Hein. Et troisièmement, pour être bien sûr que les malades ne puissent pas aller voir le médecin, vous n'avez pas le droit de donner les traitements. C'était les principes. Donc ils ont ça. Il faut bien donc voir ce qui s'est passé au niveau de la grippe H1N1. Il y avait des professions qui étaient obligées, qui étaient tenues de se vacciner, dont les médecins. Personnellement, j'étais tout à fait contre la vaccination H1N1, me paraissait absolument injustifiée. Et je refusais de me vacciner, et ils nous ont eu avec Nicole au sentiment. J'ai été convoqué plusieurs fois, et la dernière fois, elle a sorti l'argument. C'est Jérôme Salomon qui est venu nous voir dans le service quand même. Hein. J'avais pas fait attention. Il est venu en me disant, attention, vous, effectivement, vous avez le droit de prendre des risques pour la grippe H1N1, et puis, bon, je fais peut-être pas grand-chose, vous êtes en pleine santé, mais pensez à vos malades. Vos malades, c'est des cancéreux immunodéprimés, vous allez leur refiler la grippe H1N1 et vous allez les tuer. Effectivement, j'ai cédé, je me suis vacciné.
C'est un discours qu'on a déjà entendu, ça. Oui, mais là, malheureusement, nous, on avait des malades effectivement Non, et puis fragiles. c'était la première fois, la deuxième, on s'est Oui. pas fait avoir. Hein, Oui. c'est tout. Non, parce que je ne savais pas quelle était la transmissibilité, etc. Donc, j'avais pas d'argument pour répondre à cette chose-là. Et ça pouvait être suffisamment grave, donc j'ai accepté de me faire vacciner. Alors, si j'avais eu un accident, parce qu'il y a quand même eu beaucoup, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir au sentiment, il faut dire la Soyons réalité. Hein, je me suis fait parfaitement avoir. C'était Jérôme Salomon qui vous avait Oui, convoqué. parce qu'il était, non, mais il était chef de clinique chez Perron à Garches. Et Et le c'est lui service qui d'oncologie faisait. était Non, Garches. mais c'est pour ça que ça me fait rire, parce qu'effectivement, il était parmi ceux qui étaient passés nous dire il faut. Je ne sais pas si si la dernière fois on a dit oui, c'était lui, mais oui, bien sûr, c'est lui qui passait dans le service quand il y avait un problème à Fétieux. À l'époque, on était en 2008, 2008-2009, et effectivement, il était chef de clinique chez Perron, avant d'être nommé à l'Institut Pasteur, et zoom, après monter toutes les marches très très vite. Hein. Mais c'est drôle, non, j'ai dit parce que c'est drôle, quelque part c'est comique. Alors, du point de vue, donc, ce qui était intéressant sur le grippe H1N1, c'est qu'il y a eu des pépins. Il y a eu des pépins neurologiques, et c'est pour ça qu'on a arrêté cette vaccination. Et qu'on a jeté les doses, et que ça nous a coûté 2 milliards pour rien. Parce qu'en plus, elle n'était pas efficace. C'est mieux que de chier. Mais ce qui était intéressant, c'est donc qu'il y avait deux types de populations. Il y avait des gens qui, par leur métier, comme les médecins, étaient obligés par les règlements de se vacciner. Et puis il y avait la population qui s'était fait bêtement vacciner grâce à la publicité qui avait été faite. Eh bien, les pépins des gens qui s'étaient fait vacciner parce qu'ils croyaient au vaccin et ils croyaient que ça allait les protéger, ils avaient écouté la publicité, ils n'ont jamais été indemnisés. Par contre, ceux qui étaient tenus par leur administration de se vacciner ont été indemnisés. C'est pas des... C'est-à-dire que les Ils complications... attendent encore, hein. Oui, non, il y en a quand même... Ils attendent de toucher encore. Non, il y a environ une trentaine de gens qui ont touché, parfois jusqu'à 200 000 euros. Oui, mais il y en a qui Oui, attendent il y en a encore. encore plein. Bah oui, l'État est radin. 2009, Ouais. 2022... Il dit comme c'est l'État ou l'administration, que c'est le tribunal administratif, avant d'admettre que c'est le vaccin qui est responsable, ils font tout leur possible. Hein. Ils n'ont vraiment pas envie d'appliquer ce qui est juste, mais ce qui leur coûte le moins possible. Mais en tout cas, la différence a été, ceux qui étaient obligés ont été indemnisés, en tout cas, en droit, ils seront indemnisés un jour, Oui. et les autres, plein. Hépatite B, pareil, hein, la sclérose en plaques, c'est les infirmières, je ne sais pas, mais enfin, c'est au moins une ou deux infirmières, enfin, soignants, qui ont été indemnisés pour la sclérose en plaques suite à l'hépatite B, pas reconnue d'ailleurs pour les autres, mais bon, alors que les non-soignants ne l'ont pas été. Parce que pas d'ailleurs une consolation pour les soignants. Alors, je Bon, ne pense ici, pas là, que... il y a quand même la vaccination obligatoire pour les soignants qui reste un vrai problème. Hein. Et dont on ne parle pas là. On lève le masque, tout ça, mais ils n'ont pas parlé ni des masques chez les enfants, ni des soignants, des obligations vaccinales. Une autre chose dont on ne parle pas, c'est qu'au bout de 6 mois, l'AstraZeneca a été retirée. Là, le Janssen vient d'être retiré du marché. On dit quoi aux gens? Bonne chance. Ceux qui sont fait vacciner De par... toute façon, c'est pas pire, c'est pareil. Oui, ils étaient pas plus toxiques, simplement, je crains beaucoup que le vaccin actuel ait bénéficié d'une corruption plus importante. Ah, C'est Pfizer, tout bête. oui, c'est clair. Pfizer est le plus gros marché, c'est celui qui a touché le plus gros, et il est logique. Et il faut savoir qu'un vaccin Pfizer revient à la fabrication entre 1 ou 2 dollars. Hein, il est vendu 20 dollars. Le tarif est bien entendu secret, hein, c'est très important, tous les contrats sont secret défense. Mais il y a un ministre belge qui a fait une histoire à la Belgique, et qui a donné les tarifs. Il ne savait pas que c'était interdit. Il s'est fait discuter très fortement. Donc on sait que c'est environ 20 euros le prix Pfizer en France. Et donc c'est quand même du 1000% de bénéfices. Ça permet de dégager beaucoup de bénéfices nets et donc d'acheter énormément de gens. Pensez bien qu'il y a quand même actuellement un peu plus de 10 milliards de vaccins de doses de vaccins qui ont été vendues dans le monde. Ce sont les chiffres OMS d'hier ou avant-hier. 10 milliards. Que c'est quand même à 20, ça fait donc déjà 200 milliards. Et puis, rappelez-vous que l'Europe a acheté des vaccins Pfizer à une dose de 1,3 milliard doses. Ils ont commencé. Donc actuellement, c'est ce qu'on a acheté. Hein, donc on ne sera pas en manque. Mais bon, rassurez-vous, je crois par rapport au AstraZeneca et l'autre, en gros, ils ont les mêmes inconvénients, ils ont les mêmes morts, ils ont les... Bon,
On peut regarder parce que par exemple sur Dravigilance, ils mettent, on va avoir un tableau là, ils mettent bien les morts AstraZeneca, les morts Pfizer, les morts Moderna. C'est la base européenne de données de pharmacovigilance par rapport au vaccin. Absolument, Dravigilance. Qui sont des bases de données comme l'américaine où nous proposons normalement quelqu'un qui a un effet secondaire. En France, de toute façon, on nous dit non, le médecin il dit c'est pas ça, ça n'a pas de rapport, donc en gros, les 3/4 ne sont pas signalés. Enfin, si vous insistez, vous pouvez toujours envoyer sur la base de Dravigilance directement, mais ils ne sont pas, alors contrairement à ce qui se raconte, en particulier sur Twitter, ils ne sont pas avalisés automatiquement, hein, c'est après enquête, etc. C'est comme ça aux USA aussi avec la bande donnée de la FDA qui s'appelle VAERS, hein, les Vaccines Adverse Events, peu importe. Mais en particulier, alors pour Dravigilance, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu écrit, mais en tout cas, par exemple, le VAERS, contrairement à ce que disent les gens sur Twitter, si vous faites une fausse déclaration, vous êtes poursuivi. Condamné par les tribunaux. Non, condamné. Vous êtes potentiellement poursuivable par les tribunaux. Je ne sais pas s'ils le font souvent, mais en tout cas, quand vous faites ça, c'est pas... Vous engagez votre responsabilité. Voilà, absolument. Donc elles sont quand même extrêmement fiables quand finalement le Dravigilance ou le VRS ou le MHRA en Angleterre disent qu'il y a eu tant de morts, vous pouvez les croire. Bon. En gros, ce que vous pouvez croire, c'est que c'est très probablement 10 000 fois, enfin 1000 fois moins que la réalité, mais ça n'a pas d'importance. Parce qu'à partir du moment où il y a, là, je sais pas, j'ai dû regarder, je sais pas, ce soir ou hier, on est à peu près à 40 000 sur la base de Dravigilance, c'était les 27 pays de l'Union européenne. Hein. C'est pas toute l'Europe, c'est 27 pays. Et 40 000 morts déclarés et acceptés. Ça va, je veux dire, ça suffit. Il n'y a pas besoin, même s'il y en a, je sais pas, si on a en réalité 80 000 ou 120 000, qu'est-ce que ça change à partir du moment où il y a 40 000 morts sur 27 pays d'une ingestion génique? C'est quand même invraisemblable, quoi. Alors, avec ces 40 000 morts, vous avez 1 million, 1,5 million d'accidents sévères. Vous avez tout le reste, hein. Vous avez les handicapés dont la moitié ont des handicaps à vie, etc. Ça devrait suffire pour dire on arrête. Mais comment il n'y a pas des millions de gens dans la rue pour dire on arrête? Parce que vous avez alors reconnu pareil aux USA, donc le VRS, ils en reconnaissent 25 000, je crois, peu importe. En Angleterre, ils en reconnaissent 25 000 à peu près. Bon, vous avez déjà au moins quasiment 100 000 décès de ce vaccin pour ce que 3 pays, il faudra aller chercher les autres. Ça suffit, non, pour dire on arrête. Je veux dire, et il y a de plus en plus de lettres, de groupes de médecins, de groupes de sociologues, de groupes de tout ce qu'on veut qui disent arrêtez, faites un moratoire, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Bon, là aussi, les politiques ne bougent pas parce que ça devrait quand même, entre nous, ça aurait dû être une revendication majeure de notre Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, même opposition pour opposition. On ne tue pas des gens dans un pays comme ça. Alors notre ami Véran, comment il s'appelle, Véran, oui, a dit il n'y a pas de mort. Bon, mais la NSM, donc notre agence du médicament, si brillante dans le Médiateur, a dit il y en a 1000 ou 12, je crois qu'ils en affichent 1200. Mais 1200 morts pour un vaccin, c'est invraisemblable. Alors il faut bien faire sauter un argument des médias pourris, qui est de dire c'est pas parce que c'est reconnu par le VARS, c'est retenu par le VARS ou par l'agence européenne qu'il y a un lien de causalité. Alors ça c'est vrai, mais il ne peut pas y avoir de lien de causalité établi si on ne recherche pas la causalité. Or on ne recherche jamais la causalité. Et on ne fait pas les autopsies devraient être faites systématiquement quand il y a un doute. Or, on ne les fait jamais. Elles sont interdites. Elles sont quasiment interdites. Il faut vraiment que les familles les demandent en portant plainte en justice. Et encore, ils ne sont pas entendus. Il faut le faire vite, hein. Parce qu'ils brûlent le corps. Parce qu'après, c'était le Covid, donc il faut brûler le corps. Donc, on cache absolument le lien de causalité par tous les moyens possibles. Après, on dit qu'il n'existe pas. Il n'a pas été établi. Oui, il n'a pas été établi, puis quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mais statistiquement, de toute façon, à partir du moment où il y a un nombre considérable qui suit dans les semaines qui suivent une injection, parce que par exemple, ceux qui comptent, ceux qu'ils acceptent sur ces sites, c'est quand même les décès rapides, dans les 15 jours, 3 semaines, 2 mois maximum.
si vous claquez 3 mois ou 4 mois de votre vaccin, ce ne sera jamais reconnu. Donc là, c'est pour ça que je dis, on a quand même un nombre considérable. Je veux dire, quand on regarde, par exemple, on avait tout à l'heure à court, les effets secondaires déclarés au VRS, on prend le même, mais à l'hydralgilance, à la Johns Hopkins, on a la même courbe. Vous regardez les effets secondaires déclarés pour les vaccins, là, pour le machin, tout l'ensemble depuis 30 ans. Alors c'est une petite courbe plate comme ça. Et puis vous regardez combien il y en a en 2021, et là vous avez ça. Il faut d'une mauvaise foi fabuleuse pour dire que ça n'a pas de rapport. La truc, elle est comme ça. Est-ce qu'on a déjà des données sur les enfants spécifiquement? Oui, il y a quelques données, malheureusement. Par exemple, je cite souvent, c'est une des dernières en date, là, l'association EFVV, là. Oui, c'est ça. En tout cas, depuis la vaccination obligatoire, poussé, tu vois, c'est un lapsus significatif. Bon, on les a tellement poussés, quoi. Je veux dire, on leur met des bus à la sortie de l'école, quand même, c'est insupportable. Depuis donc novembre à peu près jusqu'au 1er janvier 2022, il y a 241 gamins décédés en Europe, toujours pareil sur les 27 pays. C'est insupportable. Alors ils me disent ah, c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'injections, mais comment on peut admettre un raisonnement pareil? Comment les gens se sont transformés? Moi, je dis, je faisais de la cancérologie, on soignait malade par malade quand même, puis heureusement, je vous dis qu'il y a un petit cancéreux là, vous essayez de le sauver, quoi qu'il arrive. Oui, on est passé à la société des chiffres, quoi. Il n'y a que les chiffres, les statistiques. Des robots, quoi, parce qu'on s'en fout, quoi, parce que c'est pas possible, quoi, qu'ils nous disent, ah, c'est pas beaucoup. Bon, faut être simple. Le Covid a tué un enfant français en 2 ans. De Covid. Les autres qui sont morts ils sont morts d'autres maladies qu'ils avaient avant et qui se sont exprimées avec un cas, un test positif. Les vaccins en ont tué 200. Je pense, je sais pas, mais on les en a quand même... confinements et les interdictions de vie sociale. Là, ça va être difficile. Là, ça va être beaucoup plus difficile à chiffrer. Suicides, et puis le refus de soins. Enfin, le confinement, c'était le plan blanc. Le plan blanc, c'était interdiction aux médecins de traiter les malades pour réserver la place pour les Covid qui sont jamais venus. En tout cas, dans les cliniques, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, un exemple, c'était les infarctus. Les infarctus du myocarde ont quasiment, la moitié a disparu des urgences parisiennes. Ils sont morts chez eux. Parce que d'autres études ont montré que le nombre d'infarctus avait doublé durant le confinement. Donc ça fait beaucoup de gens qui sont morts. Les accidents vasculaires cérébraux, ils ne sont pas venus à l'hôpital. Là aussi, il n'y en a eu que 40% des chiffres habituels. Donc ils sont morts chez eux. Donc c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les victimes collatérales. Donc ça, c'est le plan blanc des nôtres. Les cancers, normalement, durant les 3 mois où le plan blanc a été activé, il devait y avoir 90 000 cancers de découvert. Depuis 30 ans, on nous bassine en disant le diagnostic précoce est quelque chose de tout à fait essentiel dans le cancer. Là, brutalement, c'est plus le problème durant le confinement. Ça n'a plus aucune importance. Donc, à coup sûr, le confinement a tué infiniment plus de gens qu'il n'en a sauvé. S'il en a sauvé. Parce que je rappelle que l'étude internationale qui maintenant utilise des données d'un an et demi montre que on ne peut pas montrer nulle part que le confinement a permis de sauver quiconque. Les seules études qui prétendent le contraire, ce sont les études françaises bien sûr, des agences ou de l'école supérieure de la santé, là où on crée les fonctionnaires. S'ils veulent avoir une carrière bien, il faut absolument qu'ils aillent au secours du gouvernement pour dire que les décisions prises sont les meilleures. Donc, et qu'ils le font d'ailleurs uniquement par des simulations mathématiques et non pas par des études comparatives avec les pays voisins qui n'auraient pas confiné, par exemple. Encore des chiffres. Là, c'est des chiffres qui ont l'avantage quand même d'être vérifiables. C'est pas des chiffres en l'air. On sait maintenant, à la date d'hier, la France avait 25% de morts supplémentaires par million d'habitants que la Suède. Par exemple, qui n'a pas confiné, qui n'a jamais enquiquiné ses enfants, qui n'a jamais fermé ses écoles. Donc qu'on nous dise... J'avais mis le masque à l'école, les enfants. Et leur crise économique est environ 3 fois moindre que la nôtre. Enfin, la baisse du PIB
sur l'année 2020 était 3 fois moindre que la nôtre, et ils reprennent beaucoup mieux, c'est logique. Et ils n'ont certainement pas de problème psychiatrique qui explose chez nous actuellement en France. Alors Gérard, il y a 2 ans, lorsque vous aviez tous deux accepté de répondre à mes questions, vous m'aviez confié qu'on a retrouvé donc, dans le coronavirus des codons du sida. Le découvreur du virus du sida, donc le professeur Luc Montagnier, a disparu récemment. Vous le connaissiez personnellement, je crois. Il m'avait invité, oui, c'est vraiment un grand homme. C'est vraiment un grand homme. C'est vraiment. Comment est-ce que vous expliquez C'est lui qui nous a donné cette information. C'est lui. Oui, je sais. Lors d'une fois où il m'avait invité pour un exposé, je lui avais posé la question. Je lui ai dit où on en est. J'avais la chance de l'avoir sous la main. Alors, il m'a dit on a l'ensemble de la description du virus grâce aux Indiens. C'était un laboratoire indien qui avait isolé le virus et qui l'avait décodé. Et là-dedans, j'ai retrouvé effectivement des inserts, c'est-à-dire des apparitions sur le virus d'origine des coronas précédents, qui sont des inserts typiques du sida. Et alors, ce qui l'avait particulièrement frappé, c'est qu'il y en avait 4 et qui s'étaient insérés en quelque sorte dans une toute petite zone très étroite. Et il dit ça, vraiment, ça m'a paru tout à fait bizarre, parce que naturellement, ça ne se fait pas normalement, ça va au hasard quand ça s'insère. Vous m'aviez confié la dernière fois qu'il y avait environ une chance sur 10 000 pour que cela arrive naturellement. C'était également une étude qu'il a fait faire par un de ses amis, qui est statisticien. En tout cas, maintenant, ils se développent. Non, mais c'est à l'époque. Non, mais je dis que. Donc le chiffre est encore plus grand, il y a encore moins de chances que ça. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est à cause de cette révélation qu'il avait faite, qu'on avait fini par apprendre, qu'il y a eu un tel silence sur la disparition quand même d'un prix Nobel de renommée internationale? C'est normal, il s'oppose à la doxa dominante et de tous les médias en disant que le vaccin, le soi-disant vaccin, n'est pas un vaccin et qu'en plus il est inefficace. Il le dit clairement. À de nombreuses reprises. Il faut pas se vacciner, c'est dangereux, il faut arrêter. Cet homme qui avait toute sa tête, enfin c'était terrible parce qu'il était physiquement vraiment détruit, et il continuait à se battre dans son état physique, et il gardait sa clairvoyance et ses capacités tout à fait impressionnantes. Et il est mort parce qu'il s'est battu. Il est mort d'épuisement, tout bêtement. Parce qu'il a été témoigné devant le Parlement du Luxembourgeois, du Luxembourg donc, et le lendemain ou le surlendemain, il est parti en Italie pour à nouveau faire des conférences. Où il a été accueilli comme une rockstar. On a vu les images. Ça me gêne que ce soit comme une rockstar. Enfin, il a été accueilli comme un grand homme. Comme un grand homme. Et ça lui a fait du bien. Et là, il a fait, à mon avis, un voyage de trop. Enfin, c'est pareil. S'il était heureux, c'est l'essentiel. Comme on disait. Honnêtement, moi, ça ne m'a pas gêné qu'il n'y ait pas des larmoyeurs officiels qui racontent n'importe quoi après l'avoir tellement insulté. Moi, je ne sais pas, on n'était pas assez proches. Je l'avais quand même quelquefois au téléphone comme ça. Moi, je ne suis pas assez proche pour savoir. Mais j'imagine qu'il aurait préféré l'hommage populaire qu'il a eu à un cinéma. Et un Macron qui lui chante ses louanges, vous comprenez. Non, moi je trouve que franchement, on lui a épargné ça, je suis très contente pour lui, personnellement. Pour une fois, le système a été honnête, on va dire. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont été. C'est bizarre, mais en tout cas, moi je trouve que c'était très bien, parce que franchement, j'avais pas envie d'entendre des alors qu'il l'avait insulté depuis très longtemps quand même. C'est depuis très longtemps qu'il l'insulte, parce que. Oui, quand même traité de sénile. Oui. Bon, ça, toute personne qui n'est pas d'accord avec eux, il avait le mérite d'avoir 89, 88 ans, c'est facile, on dit gâteux et puis c'est marrant. Mais je veux dire, moi j'aimerais bien être gâteuse comme lui. On espère avoir sa tête à son âge. Bon, on n'aura jamais sa tête, mais. Non, mais la conservation de nos têtes. La conservation, non, c'est vrai, moi j'en ai vu peut-être 15 jours avant au téléphone, parce que quand on avait un souci, justement, qu'on ne comprenait pas quelque chose, demandez à votre ami. Non, je ne sais pas, allez, je fais quand même. Mais c'était très gentiment, il répondait toujours. Ah oui. Très, très gentiment. Alors, sans vous demander de consulter une boule de cristal que vous n'avez sûrement pas, d'après vous... J'en ai acheté un jour une boule, mais elle ne m'a jamais servi, à part de l'angle de chevet. D'après vous, que nous réserve l'avenir?
quelles sont les prochaines mesures en préparation, puis surtout comment peut-on s'y opposer? Est-ce que vous auriez des conseils à donner? Oh, moi, l'avenir, j'en sais rien, mais par contre, nos positions à tous, peuple de France, il y en a encore un, c'est de se battre évidemment contre ce pass tous les passes de n'importe quoi. Qu'ils interrompent, soi-disant, et qui vont nous remettre un mois après l'élection si par hasard Enfin, en tout cas, il faut absolument qu'on s'oppose. Peut-être je suis pessimiste, peut-être tu l'es moins. Il faut qu'on s'oppose à tout pass, quelle nature il soit. Et plus il ressemble à un pass climatique, à un pass numérique, à un pass machin. Donc pour l'instant, faut qu'on essaye tous de réagir même maintenant. Moi, je fais des efforts. Maintenant, je fais que avec ma carte bleue. Non, mais ça a l'air idiot, mais c'est vrai parce qu'ils veulent tellement nous enlever le liquide et tout ça. Enfin, bon, moi, je crois qu'il faut qu'on se batte tous et pour que l'avenir, ce soit nous qui en décidions et pas eux, c'est tout. Alors, moi, je suis effectivement plus optimiste que Nicole. Je pense qu'ils vont bien entendu essayer de remettre le pass parce que l'identité numérique, c'est leur but quand même. Hein. Ça a été poussé par la Commission européenne, par Van der Leyen. Et le but, effectivement, de mettre une identité numérique sur laquelle on collera tout. Vraiment le modèle chinois. Hein. C'est bien clair. Donc il faut s'opposer par tous les moyens au pass. Il faut demander à tous les politiques, qui sont quand même d'une frilosité épouvantable, d'exiger de supprimer les fichiers qui ont été faits à l'occasion du Covid, qui n'ont plus aucune raison, puisque le Covid, grâce à Omicron, il est mort. Hein. C'est pas les vaccins qui vont sauver l'humanité, mais c'est Omicron. Il faut quand même le rappeler, ça. Merci Omicron, puisqu'il a tous les caractéristiques d'un vaccin naturel. Il vous donne une maladie qui n'est pas trop méchante, on sait, on vient de l'avoir, ça fatigue, c'est une vraie mauvaise grippe, mais enfin elle n'est pas méchante, donc elle ne tue pas. Et elle vous donne une immunité solide. Et elle ne crée pas en même temps des variants, celle-là. Donc elle a tous les avantages du vaccin, et c'est d'ailleurs ce qui m'amuse le plus, c'est de voir la bourse. On avait déjà dit avec Nicole, quand on ne connaît pas les essais en cours, on ne connaît pas les résultats, mais les firmes, elles les connaissent, et leurs actionnaires les apprennent. Ouais. Et donc vous surveillez les cours de bourse pour voir si un truc marche. Alors là, par exemple, Moderna, ils ont perdu 66% de leur valeur boursière en 5 mois. Donc ça fait déjà 5 mois que les gens ont compris que Moderna valait rien, il était cuit. Et Pfizer a perdu 25% depuis Omicron. C'est pas depuis longtemps, c'est depuis qu'Omicron est apparu. Vous voyez, depuis décembre maintenant, donc en un peu moins de 3 mois, il a perdu 25%. Donc c'est ça qui me rend optimiste. Ils ont un peu plus d'informations que nous et ils nous les donnent si vous lisez la bourse. Et une des raisons aussi pour lesquelles Pfizer s'effondre et probablement ils vont arrêter ces pseudo-vaccins, c'est que la FDA quand même, alors c'est marrant les États-Unis parce qu'il y a quand même, ils ont des possibilités quand même de, je sais pas, faire marcher la justice comme on n'a plus l'impression d'avoir. Et ils ont trouvé que on devait avoir toutes les informations des essais d'ici 55 ans. Et là, la FDA a imposé que... Non, elle a été condamnée par un juge qui lui impose. Oui, c'est ça. Elle a été condamnée à nous donner, alors ils disent, on les aura en totalité d'ici juillet, quelque chose comme ça, quand même, juillet 22. Non, ça va quand même plus vite. Ils voulaient donner 50 pages par jour des essais, ils ont été condamnés par le juge à 50 000 pages, avec une astreinte financière très lourde. Donc probablement ça gêne un peu... Ça gêne manifestement les actions de Pfizer. Ça a commencé le 1er mars. À donner, ouais. Oui, c'est pour ça. Il y a déjà des choses qui sont sorties, qui sont intéressantes. Je ne les ai pas mis dans le diaporama, mais il y a effectivement le nombre de morts des 2 premiers mois. Quoi. Ils avaient, je sais pas, déjà 1250 morts dans le côté vaccin versus beaucoup moins dans le côté placebo. C'est hallucinant. Donc, bon, ils savaient, mais enfin, c'est pas ça qui va nous surprendre parce que. Je veux dire, ils ont mis sur le marché en cancérologie, bon, on l'avait fait sur médicaments hautement toxiques, là, souvent toxiques, hors de prix, etc., en cancéro. Évidemment, ça a touché, si je veux dire, 500 000 personnes, hein, enfin, même pas, parce qu'ils ne sont pas tous traités, mais bon, 500 000 cancéreux, ça peut intéresser. Mais néanmoins, c'est exactement ça, hein, ils ont mis des drogues sur le marché dans les mêmes conditions qu'ils ont mis le vaccin, ils les ont refilés à tout le monde. J'ai une dame qui m'a écrit, j'ai eu un mail au cabozantib, aux Antinib, je sais pas quoi, elle dit j'ai eu un accident iatrogène, tu parles, il y a au moins 3 ans qu'on a écrit, c'était une cochonnerie épouvantable.
Je veux dire, ils continuent à le donner. Oui, Les mais enfin, cancéreux actuels, ils continuent à récupérer ces médicaments hors de prix, non Inefficaces. testés, inefficaces et toxiques, et ben on continue à leur donner. Et Mais- les drogues qui marchent, on leur donne pas. Enfin, en cancéro, quand même, ils étaient moins toxiques que les vaccins actuels. Oh, bien La toxiques, plupart. certains bien toxiques. La Dans plupart les des nouveaux, surtout inefficaces. tous les inématinib Ouais. et tout ça, là, ils sont hyper toxiques. Non, non, ils donnent beaucoup de toxicité et aucune efficacité. Bien, merci Pardon. beaucoup. Est-ce que... Question de les l'assistance. C'est participants vrai, de l'assistance quand même. Ouais.